Le volume utilisé dans la présente capsule vidéo est disponible gratuitement sur le site fiscalité-uqtr.ca. Le présent volume est mis à jour annuellement. Assurez-vous d'utiliser la version à jour. Débutons tout d'abord l'étude de ces éléments en regardant de plus près le fonctionnement de l'impôt de la partie 1. Plus précisément, l'impôt de la partie 1 s'applique sur deux sources de revenus distinctes pour une société, soit son revenu d'entreprise ainsi que son revenu de placement. Si l'on regarde de plus près le contenu de l'impôt de la partie 1, nous remarquons la structure suivante, à savoir que l'impôt de la partie 1, dans un premier lieu, s'applique sur le revenu imposable de la société. Je vous rappelle que le revenu imposable de la société est défini à même le sujet 5 du volume et a fait l'objet d'une capsule vidéo distincte. Donc, les premières étapes consistent à appliquer un taux d'impôt fédéral de base de 38 % pour ensuite retrancher un abattement d'impôt du Québec d'une valeur de 10 %. Ce qui fait en sorte que les deux premières étapes assujettissent le revenu imposable d'une société à 28 %. L'étape suivante consiste à scinder le revenu imposable en deux en fonction de la nature des revenus qui le composent. C'est donc dire que le revenu imposable sera séparé d'une part en isolant son revenu d'entreprise exploité activement d'une part et en isolant d'autre part sa composante de revenu de placement total. La composante de revenu d'entreprise exploité activement sera assujettie à des rabais d'impôt. Plus précisément à un rabais d'impôt de 17 % appelé la déduction accordée pour petite entreprise, et sur l'excédent du revenu d'entreprise exploité activement qui ne profite pas de cet allègement de 17 %, un allègement de 13 % est alors alloué, appelé la déduction d'impôt général. Conséquemment, le taux d'imposition final applicable sur cette source de revenus, le revenu d'entreprise exploité activement, se situe soit à 11 % ou à 15 %. Quant à l'autre source de revenus, le revenu de placement total, en plus de ne pas bénéficier des rabais d'impôt comme le fait le revenu d'entreprise exploité activement, cette source de revenus est surimposée de 6,2 % pour amener son taux d'imposition final à 34,2 %. Finalement, après l'établissement de ces rabais d'impôt de 17 % et de 13 % et aussi de la surimposition de 6,2 %, s'ensuit pour une société la possibilité de réduire son impôt à l'aide de crédits d'impôt. Deux crédits d'impôt sont étudiés dans le présent sujet, le crédit d'impôt pour impôt étranger payé sur du revenu de placement étranger, ainsi que le crédit d'impôt à l'investissement relatif aux activités de recherche scientifique et développement expérimental. Voyons maintenant de plus près chacun de ces éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1. Cette troisième capsule vidéo portant sur les éléments composant le calcul de l'impôt de la partie 1 traite de l'impôt remboursable sur le revenu de placement total ainsi que sur les crédits d'impôt applicables pour les sociétés. L'impôt remboursable sur le revenu de placement total, comme son nom l'indique, est un impôt supplémentaire spécifiquement applicable sur la source de revenus, revenu de placement total, et s'élève à 6,2 %. Cet impôt s'applique uniquement aux sociétés qui se qualifient de sociétés privées contrôlées par des Canadiens toute l'année, et le calcul se résume comme étant 6,2 % du moindre de deux choses. Tout d'abord, le revenu de placement total de la société, terme qui a déjà été défini dans une capsule vidéo distincte, ou la deuxième expression, soit le revenu imposable de la société, tel que défini au sujet 5 du volume, moins le montant de revenus admissible à la DAPE, donc moins le montant de revenus sur lesquels le rabais d'impôt de 17 % s'est appliqué pour la société. Allons maintenant appliquer cet impôt à l'exemple récapitulatif, qui, je vous le rappelle, se retrouve au point 3 du sujet 6 de votre volume. Ainsi, tel que vous le voyez à l'écran, l'impôt remboursable sur le revenu de placement total pour la société Boisco se définit comme étant 6,2 % du moindre de deux choses. Tout d'abord, le revenu de placement total établi pour la société Boisco, chose qui a déjà été faite dans une capsule vidéo distincte et que l'on peut remarquer juste au-dessus, toujours à l'écran, comme totalisant 40 000 $, ou sinon, le revenu imposable de la société Boisco, soit 380 000 $, duquel on retranche le montant de revenu qui a été admissible à la déduction accordée aux petites entreprises. Donc, dans une capsule vidéo distincte, il a été vu que la société Boisco s'est vu accorder le rabais d'impôt de 17 %, la DAPE, sur le moindre de trois choses et que le moindre des trois, pour cette société Boisco, a été 120 000 $. C'est donc dire que le deuxième élément donne 260 000 $. Le moindre des deux étant 40 000 $, Boisco verra son impôt de la partie 1 augmenter d'un montant de 2 667 $. Passons maintenant à l'étude des crédits d'impôt applicables dans le calcul de l'impôt de la partie 1 pour une société.
Le premier est le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger. Essentiellement, il s'agit d'une réduction d'impôt correspondant plus ou moins au montant d'impôt étranger qui a été payé par la société en cours d'année. Il faut savoir que les sociétés qui sont résidentes du Canada ont l'obligation de s'imposer sur leurs revenus mondiaux, c'est-à-dire sur l'ensemble des revenus réalisés dans l'année, peu importe à quel endroit dans le monde ces revenus sont gagnés. Conséquemment, si un revenu de placement est gagné par une société dans un autre pays que le Canada, assurément que ce revenu de placement est imposable au Canada. Cependant, il est fort probable que ce même revenu de placement ait déjà été imposé dans l'autre pays, c'est-à-dire dans le pays étranger dans lequel le placement a été effectué. Ainsi, s'ensuit pour cette société une situation de double imposition potentielle, c'est-à-dire qu'un même revenu soit imposé par deux pays. Ainsi, pour éviter cette situation de double imposition, le gouvernement canadien, à même le crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement étranger, accorde à la société un crédit d'impôt qui devrait équivaloir ni plus ni moins qu'au montant d'impôts étrangers que la société a payé en cours d'année. De façon plus précise, ce crédit d'impôt s'applique à toutes les sociétés qui vivent une telle situation, à savoir d'avoir payé un impôt sur du revenu de placement auprès d'un autre pays. Et le calcul du crédit d'impôt se résume comme étant le moindre de deux choses. Tout d'abord, le total des impôts étrangers qui a été payé effectivement par la société sur ses revenus de placement gagnés à l'étranger. Et le deuxième élément qui se résume en une formule, à savoir 28% du revenu imposable de la société, multiplié par une fraction. Fraction dans laquelle on retrouve au dénominateur le revenu de la société, revenu qui a déjà été défini dans une capsule vidéo distincte, à savoir le résultat des sources de revenus présentées à l'alinéa 3, 3A, 3B, 3C et 3D. C'est ce qu'on appelle le revenu. Et au numérateur de cette formule, on retrouve spécifiquement le revenu de placement qui a été gagné à l'étranger. Cette formule fait ressortir ni plus ni moins que la portion de l'impôt canadien de l'année, essentiellement 28% du revenu imposable de la société, qui a été engendré spécifiquement par le fait que la société ait gagné un revenu de placement provenant de l'étranger. Ainsi, pour trouver cette fraction, nous exprimons tout simplement la fraction comme étant le revenu de placement gagné à l'étranger sur le revenu, entre guillemets, total de la société pour l'année. Ainsi, cette même fraction est appliquée à l'ensemble de l'impôt canadien, ce qui constitue le deuxième élément et qui doit être comparé au premier élément. Appliquons ce crédit d'impôt dans l'exemple récapitulatif de la société Boisco. Tel qu'il a été vu dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif de Boisco, cette société, en cours d'année, a fait un placement dans un pays étranger. Placement qui a rapporté un revenu en cours d'année, un revenu de placement de 1 000 $ et sur lequel la société a dû payer un impôt dans le pays étranger, un impôt de 150 $. Ainsi, la société Boisco est donc admissible au crédit d'impôt pour impôts étrangers payés sur le revenu de placement gagné à l'étranger, qui se résume comme étant le moindre de deux choses. Tout d'abord, le total des impôts étrangers que Boisco a payés, c'est-à-dire 150 $. Le deuxième élément est l'application de la règle de 3 que nous venons d'étudier, à savoir le revenu imposable de la société Boisco fois 28%, c'est-à-dire un revenu imposable de 380 000 $ que l'on multiplie par 28%, multiplié par une fraction représentée au dénominateur par le revenu de la société Boisco, revenu qui a été défini au début de l'exemple récapitulatif et qui s'élève à 405 000 $, et au numérateur de ce revenu, nous devons isoler spécifiquement le revenu de placement qui provient de l'étranger, soit un revenu de 1 000 $. Donc, 1 000 $ sur 405 000 $ fait sortir la très petite fraction que représente le revenu de placement gagné à l'étranger sur les revenus totaux de la société, que l'on multiplie par l'impôt canadien calculé à 28%, ce qui donne un montant de 263 $. Ainsi, le moindre des deux éléments étant 150 $, Boisco voit son impôt de la partie 1 réduit d'un montant équivalent. Je vous fais remarquer par le fait même que le crédit d'impôt de 150 $ se trouve ni plus ni moins qu'à rembourser à la société Boisco la totalité des impôts étrangers qu'elle avait payés. Puisque la société Boisco a payé dans un autre pays 150 $ d'impôts et que, en faisant son rapport d'impôt canadien, elle voit réduire son calcul de l'impôt d'un montant équivalent de 150 $, c'est donc dire que le crédit d'impôt a ni plus ni moins eu comme effet de rembourser à la société Boisco la totalité des impôts qu'elle avait dû payer dans un autre pays. Ainsi, la société est tout à fait légitime de s'imposer au Canada sur l'entièreté de ses revenus.
Le crédit d'impôt suivant est le crédit d'impôt à l'investissement. Essentiellement, il s'agit d'un crédit d'impôt qui peut atteindre soit 35 %, soit 15 % de l'ensemble des dépenses relatives aux activités de recherche scientifique et de développement expérimental encourues par une société. Les activités de recherche et développement sont des activités importantes au développement des entreprises canadiennes. Ainsi, afin de voir les entreprises canadiennes être innovantes et développer de nouveaux procédés efficients, le gouvernement canadien est enclin à encourager les entreprises qui investissent dans de tels projets de recherche et développement. C'est le rôle joué par le crédit d'impôt à l'investissement. Le crédit d'impôt à l'investissement est admissible pour toutes les sociétés qui encourent de telles dépenses de recherche et développement. Tout d'abord, quant au calcul du crédit, ce calcul est différent dépendamment si une société se qualifie de société privée contrôlée par des Canadiens toute l'année ou non. Dans le premier cas, une portion du crédit d'impôt est admissible au taux de 35 %. Donc, pour des sociétés qui se qualifient de SPCC toute l'année, le crédit d'impôt au taux de 35 % s'applique sur le moindre de deux choses, soit les dépenses attribuables aux activités de recherche et développement encourues dans l'année, assujetties au montant numéro 2 qui est la limite de 3 millions de dollars, appelée la limite des dépenses. L'expression limite des dépenses de 3 millions de dollars est expliquée dans les minutes qui suivent. Comme vous pouvez le remarquer, pour les autres sociétés ne se qualifiant pas de SPCC, le crédit d'impôt au taux de 35 % n'est pas admissible. Une autre partie du crédit d'impôt s'applique au taux de 15 % quant à lui et est applicable pour les sociétés se qualifiant de SPCC sur l'excédent des dépenses attribuables aux activités de recherche et développement qui ne sont pas admis au taux de crédit de 35 %. Donc, dit autrement, il s'agit des dépenses qui excèdent la limite de dépenses de 3 millions de dollars, dépenses auxquelles le taux de crédit chute à 15 %. Quant aux autres sociétés qui n'ont droit d'aucune façon au crédit d'impôt de 35 %, c'est donc dire que l'intégralité de leurs dépenses attribuables aux activités de recherche et développement est assujettie uniquement au taux de crédit de 15 %. Une fois le calcul du crédit expliqué, il est intéressant de remarquer comment ce crédit d'impôt peut être utilisé par les sociétés. D'entrée de jeu, il est important de dire que pour bien des sociétés, le crédit d'impôt à l'investissement peut représenter un montant très élevé. Un montant de crédit très élevé du fait que certaines sociétés encourent beaucoup de dépenses attribuables aux activités de recherche et développement et à un taux de crédit de 35 % à titre d'exemple, l'ampleur du crédit d'impôt peut être très élevée. Ainsi, il est possible pour des sociétés de se voir dans l'impossibilité d'utiliser l'entièreté du crédit d'impôt ainsi offert dans l'année en cours, faute d'impôts payables. Ainsi, le législateur a prévu cette situation et conséquemment offre une souplesse dans l'utilisation du crédit. La première utilisation obligatoire du crédit d'impôt à l'investissement doit en premier lieu s'appliquer à l'encontre de l'impôt de la partie 1 de la société de l'année courante. À l'instar de tous les autres crédits d'impôt, le crédit d'impôt à l'investissement doit en premier lieu réduire l'impôt de l'année. S'il reste un solde de crédit d'impôt, une fois avoir réduit l'impôt de l'année jusqu'à un montant de 0, le solde de crédit d'impôt à l'investissement peut, dans un deuxième temps, être remboursable à la société. Comme vous pouvez le remarquer à l'écran, ce remboursement d'une partie du crédit d'impôt à l'investissement est réservé aux sociétés se qualifiant de SPCC toute l'année. Les autres sociétés n'ont pas la possibilité de se faire rembourser une partie du crédit d'impôt à l'investissement. Finalement, advenant la situation où il reste encore une portion de crédit d'impôt à l'investissement après la première utilité et après la deuxième utilité, eh bien, la troisième utilité du crédit d'impôt à l'investissement est le fait qu'il est reportable. C'est donc dire que la société pourra reporter le solde résiduel de son crédit, et ce, sur les 3 années d'imposition précédentes et sur les 20 années d'imposition subséquentes. Ainsi, une société pourrait réduire son impôt au cours des 3 années antérieures à l'aide d'un redressement d'une déclaration de revenus déjà produite ou conserver le crédit d'impôt résiduel et ainsi réduire son impôt dans les années subséquentes. Passons maintenant à la définition de la limite des dépenses, soit la limite des dépenses attribuables aux activités de recherche et développement sur lesquelles il est possible d'appliquer un taux de crédit de 35 %. La limite des dépenses a une valeur de 3 millions de dollars à la base. Ainsi, pour une société donnée, 2 situations peuvent faire en sorte que la limite des dépenses soit inférieure à 3 millions de dollars. Tout d'abord, cette fameuse limite des dépenses est réduite
lorsque des sociétés associées ont un revenu imposable combiné élevé. C'est donc dire qu'en mesurant le revenu imposable d'une société ainsi que le revenu imposable de toutes ces sociétés associées, s'il est démontré que le revenu imposable ainsi combiné dépasse un certain seuil, les sociétés se verront perdre une partie de leur limite de dépenses et conséquemment perdre l'opportunité d'avoir accès à un crédit d'impôt calculé au taux de crédit de 35 %. Techniquement, on calcule la limite des dépenses de 3 millions pour un groupe de sociétés associées à l'aide de la formule que vous voyez présentement à l'écran, à savoir 8 millions de dollars moins 10 fois la lettre A, où la lettre A a comme valeur le plus élevé de deux choses, 500 000 $ ou le revenu imposable combiné de toutes les sociétés qui sont jugées associées. Je vous rappelle que la notion de société associée a été vue dans une capsule vidéo distincte qui portait sur le calcul de l'impôt applicable sur le revenu d'entreprise, plus particulièrement sur la déduction accordée aux petites entreprises. Ainsi, en appliquant cette formule, on obtient la limite des dépenses disponible pour le groupe de sociétés associées. La deuxième situation qui fait en sorte qu'une société donnée pourrait ne pas avoir une limite de dépenses de 3 millions de dollars est tout simplement le fait que la limite des dépenses est partageable. Partageable entre toutes les sociétés qui appartiennent au même groupe de sociétés associées. À l'instar de la déduction accordée aux petites entreprises que nous avons étudiée dans une capsule vidéo distincte et qui exigeait que le plafond des affaires de 500 000 $ ne soit pas attribué à chaque société, mais qu'un seul plafond des affaires de 500 000 $ soit attribué à un groupe de sociétés associées qui doivent se le partager entre elles. Il en est exactement de même pour la limite des dépenses de 3 millions de dollars, qui n'est pas attribuée pour chaque société, mais qui est plutôt attribuée pour chaque groupe de sociétés associées. Dans quel cas, les sociétés associées doivent se partager un unique montant de 3 millions de dollars ou moins, advenant le cas qu'il a été réduit avec la formule que nous venons de voir. Prenons un instant pour regarder un simple exemple présentement affiché à l'écran. Je vous laisse prendre connaissance de l'énoncé pendant quelques instants. Le calcul du crédit d'impôt ainsi que son utilité vous est présenté de façon imagée. Tout d'abord, quant au calcul du crédit d'impôt, puisque cette société a encouru 3,3 millions de dépenses attribuables à des activités de recherche et développement, il est évident qu'une portion du crédit d'impôt sera calculée à 35 % et que le résiduel sera calculé à un taux de 15 %. Tout d'abord, nous devons déterminer la portion du crédit d'impôt qui sera admissible au taux de crédit de 35 %. Ce montant s'appelle la limite des dépenses. Donc, dit autrement, il faut définir la limite des dépenses pour la société A. La limite des dépenses, telle que mentionnée, est à la base de 3 millions de dollars. Cependant, la société A peut voir sa limite des dépenses réduire, et ce, en fonction de deux situations. Premièrement, en appliquant la formule que nous venons de voir, qui tient compte spécifiquement du revenu imposable combiné l'année précédente de la société A et de sa société associée, puisque ces deux sociétés ont un revenu imposable combiné l'année précédente de 510 000 $. Conséquemment, 510 000 $ que l'on applique dans la formule 8 millions moins 10 fois la lettre A qui a une valeur de 510 000 $, nous obtenons une limite de dépenses amoindrie à 2,9 millions. C'est donc dire que pour ces deux sociétés associées, ce n'est pas 3 millions qui sera partageable, mais bien 2,9 millions de dollars. Le deuxième élément, évidemment, qui va faire perdre une portion de la limite des dépenses à la société A est le fait que le 2,9 millions est partageable, tel que vous venons de le mentionner. Ainsi, tel qu'il était mentionné dans l'énoncé, la société associée désire se voir attribuer 50 000 $ de la limite des dépenses. Donc, sur 2,9 millions, si on en attribue 50 000 à la société associée, c'est donc qu'il en reste 2 850 000 à la société A. Ainsi, avec une limite des dépenses établie à 2 850 000 $, c'est sur cette première portion que le crédit d'impôt se calculera au taux de 35 %. Comme vous pouvez le voir un petit peu plus bas à l'écran, sur le résiduel, c'est-à-dire sur le 450 000 de dépenses restantes, soit le 3,3 millions de dépenses moins les 2 850 000 sur lesquels on applique un taux de 35 %. Sur l'excédent, les 450 000 de dépenses excédentaires, c'est un taux de crédit de 15 % qui s'appliquera. Ainsi, si nous regardons de plus près le calcul du crédit d'impôt à l'investissement, tel que nous venons d'illustrer
La limite des dépenses se définit dans ce cas-ci pour la société A à 2 850 000, sur lesquels il est possible d'appliquer un taux de crédit de 35 %, et sur les dépenses excédentaires de 450 000, c'est un taux de crédit de 15 %, pour un crédit d'impôt à l'investissement total d'1 065 000 $. La deuxième étape consiste à discuter de l'utilisation obligatoire de ce 1 065 000 de crédit d'impôt à l'investissement. La première utilité pour la société A est obligatoirement de réduire son impôt de la partie 1. Puisque Société A a un impôt de la partie 1 de 255 000 $ calculé par ailleurs, bien sûr qu'une portion du crédit d'impôt servira à réduire cet impôt à zéro. Ensuite, il restera une portion importante du crédit d'impôt à l'investissement inutilisé. Donc la deuxième utilité obligatoire pour le crédit d'impôt à l'investissement est pour une SPCC de se faire rembourser une portion du crédit d'impôt restant. Les calculs sont très complexes quant à la façon de déterminer la portion remboursable du crédit d'impôt à l'investissement et dépassent le niveau de difficulté souhaité dans cette capsule vidéo. Posons comme hypothèse qu'une portion de 400 000 $ du crédit d'impôt est remboursable. S'ensuit qu'il reste toujours une portion de crédit d'impôt inutilisée, même après la première utilisation et même après la deuxième utilisation. Conséquemment, la troisième utilisation prévoit que le crédit d'impôt restant, soit 410 000 $, est reportable pour la société A, et ce, à l'encontre de son impôt payé au cours des 3 années antérieures, et aussi à l'encontre de son impôt qui sera payable au cours des 20 années subséquentes. Prenons un instant maintenant pour aller calculer le crédit d'impôt à l'investissement dans notre exemple récapitulatif de la société Boisco, que l'on retrouve, je vous rappelle, au point 3 du sujet 6 de votre volume. Ainsi, tel qu'il a été vu dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif, la société Boisco Incorporée, dans l'année 2000X, a encouru pour un montant de 169 450 $ de dépenses attribuables à des activités de recherche et développement. Donc, le calcul pour cette société qui se qualifie de SPCC est un calcul de crédit d'impôt à 35 % qui s'applique sur le moindre de deux choses, soit les dépenses encourues de 169 450 ou la limite des dépenses attribuables à la société Boisco. Ce qui nous amène à établir la limite des dépenses attribuables pour la société Boisco. Tel qu'affiché un petit peu plus bas à l'écran, la première étape consiste à établir le montant de limite des dépenses pour Boisco et sa société associée. Je vous rappelle que Boisco a une société associée, soit la société Topo. Il faut donc trouver le revenu imposable combiné pour l'année antérieure de la société Boisco et de la société Topo. Ce revenu imposable combiné s'élève à un montant de 342 000, soit la somme de 230 000 pour Boisco et 112 000 pour Topo. Ainsi, puisque le revenu imposable combiné des deux sociétés est sous le seuil de 500 000 $, c'est donc que le plus élevé de petit a ou petit b donne un montant de 500 000 $. Donc, la valeur de grand A étant de 500 000 $ appliquée dans la formule, cela fait en sorte que la limite des dépenses demeure à un montant de 3 millions de $ pour la société Boisco et Topo. La deuxième étape consiste à faire le partage de ce 3 millions de $ de limite de dépenses entre les deux sociétés. Tel qu'il a été vu dans l'énoncé de l'exemple récapitulatif, les dirigeants de la société Boisco et Topo ont décidé que sur 3 millions, 2,9 millions de limites de dépenses seraient attribuées à l'autre société, soit Topo, et qu'un 100 000 $ de limite de dépenses sera attribué à la société Boisco. Ainsi, si on revient dans le haut de l'écran, c'est de cette façon qu'on peut établir le crédit d'impôt qui se calcule à un taux de 35 % et qui est applicable seulement sur 100 000 $ puisque la limite de dépenses pour Boisco s'établit à 100 000 $. C'est donc 35 000 de crédit d'impôt pour cette première portion. Et l'excédent des dépenses, donc 169 450 moins le 100 000 que l'on vient d'assujettir à un taux de 35 %, l'excédent des dépenses de 69 450 est quant à lui admissible à un crédit d'impôt de 15 %. Pour un grand total de 45 418 $ de crédit d'impôt pour la société Boisco. Quant à l'utilisation obligatoire du crédit d'impôt à l'investissement pour la société Boisco, la première utilisation obligatoire du crédit d'impôt est de devoir réduire l'impôt de la partie 1 payable pour l'année courante. Puisque Boisco se retrouve par ailleurs avec 59 917 $ d'impôt de la partie 1, il est possible pour la société Boisco d'appliquer la totalité de son crédit d'impôt à l'investissement de 45 418 à l'encontre de l'impôt payable dans l'année courante. Ce qui fait en sorte qu'aucune portion du crédit d'impôt est remboursable à la société et qu'aucune portion du crédit d'impôt est reportable pour la société. Ainsi, la société Boisco voit son impôt de la partie 1 se terminer à un montant de 14 499 $ après application du crédit d'impôt à l'investissement.